Observateur averti de l'actualité nationale et internationale, ils opinent ici sur votre émission Club Média 7. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je reçois ce dimanche soir pour le décryptage de l'actualité de la semaine écoulée Boris Tougan, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Boris Tougan, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Naguib Alagbe de Canal 3 devrait être avec nous. Il va nous rejoindre certainement en cours d'émission. Sacrifions la tradition en démarrant avec la revue de presse hebdomadaire, une réalisation de Marcel Arrossi. Port de Cotonou, le directeur général part en toute discrétion. Le Belge Joris Albertis, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est plus le directeur général du port autonome de Cotonou. Il part de Cotonou après 5 ans passés au poste de directeur général. Joris Albertis avait pris les rênes de cette entreprise d'État le 1er août 2018 à la succession de son compatriote Christian Debloc. Il aurait lui-même fait préalablement cette annonce au personnel le vendredi 29 septembre dernier lors de la cérémonie des couleurs. Selon Crystal News, il expliquait qu'il est allé à la retraite. Les médias rappellent que la gestion du port autonome de Cotonou est concédée au port d'Anvers International depuis décembre 2017 par le gouvernement béninois. Le successeur de Joris Albertis sera connu dans les tout prochains jours selon le Soleil Bénin Info. Absence de sièges et d'organes fonctionnels. Plusieurs partis politiques dans l'irrégularité des partis visiblement éprouvés par les exigences des tests peinent à prendre le pli alors que la réforme du système partisan prend progressivement ses marques. La dernière mission de contrôle et de suivi de l'existence fonctionnelle des partis politiques a été pour la Commission électorale nationale autonome l'occasion de découvrir l'incurie qui caractérise certains partis politiques derrière les beaux discours, les jacasseries et agitations des soi-disant responsables de partis politiques se cache une malorganisation sans précédent, poursuit le journal. Plus de la moitié des partis politiques ne disposent pas de siège dans les 12 départements du Bénin, en totale violation de l'article 30 alinéa 1er de la charte des partis politiques. Sur les 13 partis régulièrement enregistrés et ayant une existence légale, seulement 7 disposeraient d'un siège national, renchérit le matinal. Contrôle des structures sanitaires au Bénin, plusieurs cabinets médicaux fermés. Le coordonnateur de la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux, structure sous tutelle de l'autorité de régulation du secteur de la santé, était face à la presse le vendredi dernier. Dans son point qui dresse le bilan des 3 premiers trimestres d'exercice, il faut retenir que depuis janvier 2023, 14 cabinets de soins illégaux ont été épinglés et fermés pour une investigation de 20 différentes plaintes. Plusieurs promoteurs sont poursuivis devant les tribunaux pour répondre de leurs actes, rapportent les médias. Et dans le lot des 14 cabinets de soins fermés, 2 sont dirigés par des non-professionnels de la médecine, relève le matinal. Des irrégularités enregistrées dans le public aussi, affirmatif. Le coordonnateur aurait indiqué que des irrégularités ont été constatées dans plusieurs structures concernant les normes sanitaires. Selon Blaise Aïvi, les délégations départementales ont constaté, lors des inspections, le délaissement des consultations médicales par les médecins aux infirmiers et aux aides-soignants. Ce qui, selon ces analyses, conduit le plus souvent à des diagnostics non pertinents et des traitements inadéquats. Les équipes de la cellule ont constaté aussi l'abandon des centres de santé aux aides-soignants, surtout la nuit et les week-ends, rapporte Banuto. Les grands titres de la semaine pour finir au plan national. Le Télégramme, Agence nationale de la maintenance hospitalière, Olivier Perrault, nommé directeur général. Les 5 membres du conseil d'administration de l'ANMH installés. L'Indépendant, lutte contre le terrorisme, l'Union européenne accorde une aide de 11,75 millions d'euros au Bénin. Le Matinal, scandale du siège inachevé de l'Assemblée nationale à Porto Novo, la justice n'a pas reculé. L'événement précis, mise en œuvre du programme de protection sociale, le gouvernement veut aider 2 500 000 Béninois recensés comme pauvres. À l'international, en RDC, l'opposant Martin Fayoulou, candidat à l'élection présidentielle, il entretenait le suspense depuis plusieurs semaines. La coalition Lamouka a décidé de déposer sa candidature pour la présidentielle, a déclaré devant la presse samedi dernier Martin Fayoulou. C'est depuis juillet 2022 que son parti, qui appartient à la coalition Lamouka, a fait de Martin Fayoulou son candidat officiel pour la prochaine
présidentielle, rapporte France 24. Mais un an plus tard, tout en refusant de parler de boycott, Martin Fayulu assurait qu'à défaut d'obtenir un nouvel audit du fichier électoral, sa formation ne déposerait pas de dossier. Selon lui, sur 43,9 millions d'électeurs inscrits, il y en aurait 10 de fictifs. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Nous refusons de blanchir la fraude. Nous devons nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise, a-t-il fait savoir selon TV5 Monde. Le fichier électoral n'a finalement pas été soumis à un nouvel audit, mais Martin Fayulu a toutefois estimé que la pression exercée a permis des avancées. Lors de la présidentielle de décembre 2018, il avait parmi ses concurrents le candidat du pouvoir d'alors, Emmanuel Ramazani, et celui de la formation historique d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Félix Tshisekedi. Ce dernier a été proclamé vainqueur avec 38,5% des voix. Martin Fayulu est arrivé en seconde position, 34,8%, et Emmanuel Ramazani en troisième position, 23%. Le dauphin affirmait l'avoir emporté avec 61% des voix et criait au putsch électoral. Félix Tshisekedi dément et assure avoir bien remporté l'élection. En décembre prochain, il affrontera notamment l'actuel président candidat à sa réélection. L'autre surprise, en RDC, l'homme qui répare les femmes, surnom hérité d'un documentaire qui lui a été consacré, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, rejoint une liste déjà longue de candidats qui comptent affronter le chef de l'État sortant. Aux États-Unis, le républicain Kevin McCarthy, destitué du poste de chef de la Chambre des représentants. Il s'agit d'une première dans l'histoire de la Chambre basse du Congrès, selon tous les médias ayant relayé l'information. Jamais aucun speaker n'avait été destitué de son poste aux États-Unis, nous apprend l'Express après un débat tendu entre conservateurs dans l'hémicycle. 216 élus ont voté pour le destituer, dont 8 républicains contre 210, révèle Euronews. Ce vote est intervenu après qu'un élu de la droite dure américaine a déposé une motion pour destituer le speaker pourtant membre de son parti. Cet élu de Floride reproche principalement à Kevin McCarthy d'avoir négocié avec les élus démocrates un budget provisoire pour financer l'administration fédérale auquel s'opposaient de nombreux conservateurs. Il accuse aussi le ténor républicain d'avoir conclu un accord secret avec le président Joe Biden sur une possible enveloppe pour l'Ukraine. Révélation du média L'Opinion. C'était donc à l'instant l'actualité vue, traitée et relayée par les canards parus au cours de la semaine. Merci à vous, cher Marcel Arossi. Place maintenant à la deuxième rubrique de l'émission, 7 jours au Bénin. Je voudrais assigner une mission particulière à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, celle d'engager avec les acteurs de la presse des consultations sérieuses afin de proposer au gouvernement assez vite les axes d'une réforme ambitieuse et pertinente du secteur. Personne n'ignore que le secteur des médias au Bénin mérite une thérapie d'envergure pour favoriser l'avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles les professionnels des médias bénéficient des conditions de vie décentes pour cesser d'être exposés aux vices, à la précarité et à l'incertitude. Boris Tougan ainsi parlait Patrice Talon le 12 janvier dernier à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux des institutions de la République au chef de l'État. Les choses se précisent de plus en plus avec le dernier atelier de la HAC tenu dans le zoo à Abomey. Merci. Le Naïc, bien avant cela, moi je l'ai suivi pendant son périple pour les présidentielles de 2016. Il avait exprimé son vœu de voir reloger les médias dans le box qui leur convenait. Puisque, quand il a suivi l'histoire de Patrice Talon, c'est quelqu'un qui a mené beaucoup de combats pour la démocratie. Et sur ce chemin périlleux, il a vu à ses côtés les médias. Et déjà à cette époque, quand il faisait ses déclarations dans les hameaux, il avait exprimé le vœu de voir des réformes profondes au niveau des médias. Et donc, son discours de janvier 2023 est la suite logique de cette décision personnelle de voir des réformes au niveau du secteur des médias. Et moi, j'avais eu des inquiétudes parce que Patrice Talon, c'est un homme d'action.
Et quand il ne voit pas des interlocuteurs valables en face, il prend des décisions. C'était moi mon inquiétude. Après ce discours de janvier, je me suis dit, bon, est-ce que le chef de l'État ne va pas prendre des décisions en Conseil des ministres et nous mettre devant le fait accompli? Et Dieu merci, il a eu cette lucidité de redonner la main à la HAC pour que cette institution constitutionnelle prenne le lead par rapport aux réformes. En temps, il avait appris que la HAC avait sollicité les fêtières à l'effet de faire des propositions. Non seulement les fêtières, les présidents, les anciens présidents de la HAC, les conseillers actuels de l'institution, les professeurs d'université et certains acteurs de la société civile. Donc, c'est toute cette kyrielle d'intelligence qui s'est retrouvée pour verser la réflexion. J'estime que ce sera consigné dans un document qui sera dans un projet de rapport de réforme dans le secteur des médias, et c'est justement un atelier qui a été dédié à la validation du dit rapport qui s'est tenu à Bombay. Voilà, donc moi, l'une de mes attentes est que qu'il y ait une suite logique à la nouvelle réforme liée au cadre de presse. Alors oui, qu'attendez-vous concrètement de ces réformes? Que en matière de traitement, les médias soient considérés autrement, étant donné que on appelle souvent les médias le quatrième pouvoir. Moi, j'estime que c'est pas le quatrième pouvoir, mais c'est le premier, puisque quand les politiques veulent initier des réformes, ils nous appellent dans leur antichambre pour dire, bon, voilà ce que nous voulons faire, comment vous pouvez nous accompagner. Et c'est nous qui donnons le ton. Donc, je pense que le fait d'avoir confié la nouvelle mouture de la carte de presse à la NIP, avec l'intégration des données personnelles et la sécurité qui suit, la seconde étape serait que les avantages afférents à cette réforme se traduisent dans la réalité, puisqu'on nous a dit que le détenteur de la carte de presse sera mieux traité. Et j'en suis un témoin, j'en suis une preuve vivante. Quels sont justement ces avantages dont vous aimeriez bien pouvoir profiter grâce à la détention de cette carte de presse? Bon, puisqu'on nous considère, on considère désormais comme un officier public de l'information, tout détenteur de la carte de presse, et que nous ayons les mêmes avantages qu'un détenteur d'une carte professionnelle militaire ou liée à une autre fonction publique. Voilà. Mais, moi, j'estime que la démarche du chef de l'État s'est faite prononcer du moment où on a dit, bon, désormais, au lieu que les cartes soient confectionnées par la HAC seule, il y a la NIP qui a été associée. Et il est bien vrai, ça a mis plus de temps, mais quand vous voyez que bon, c'est une carte qui est plus accomplie que celle que nous avons précédemment. Et donc, j'ai la foi que après le dépôt du rapport qui sera issu de ce séminaire-là, des choses vont entrer dans la phase active et que nous aurons plus l'oreille des autorités publiques, parce qu'on m'a dit, dans les couloirs, j'ai appris que qu'il y aura peut-être par rapport au traitement de nos dossiers, quand un professionnel des médias est malade, par exemple, qu'il pourra bénéficier de l'assurance maladie, et peut-être dans les grandes surfaces qu'on aura besoin, on aura des réductions. Et que quand on va vouloir voyager, on pourra bénéficier du salon d'honneur de l'aéroport. Ce sont des pratiques auxquelles nous avons droit, puisque nous privons d'une vie de famille pour servir. Alors, quels sont les autres chantiers que vous aimeriez voir opérationnels afin qu'on puisse espérer qu'une aube nouvelle se lève sur le secteur des médias au Bénin? Quand on réfléchit sur la précarité des hommes des médias, puisqu'il n'y a pas de régie publicitaire, les médias vivent à la petite semelle,
Et donc, la gestion de l'aide de l'État à la presse, je ne parlerai pas de presse privée, mais je parlerai de la gestion de l'aide de l'État à la presse, et que toutes ces dimensions soient revues pour que nous nous sentions vraiment intégrés. Puisque la démocratie ne peut pas se faire avec abstraction de la presse. La presse est un pilier de la démocratie, et le chef de l'État l'a compris. Parce que je l'ai suivi personnellement depuis un certain nombre d'années. Il a travaillé d'intelligence avec la presse. Et donc, mon souhait est que la HAC et les professionnels des médias l'écoutent. Puisque c'est un homme qui parle peu, c'est un homme d'action. Alors, nous allons aborder un autre sujet qui a marqué la semaine écoulée et qui va marquer tout le mois d'octobre. Nous sommes en octobre et au Bénin, c'est le mois dédié à la promotion du consommé local. Alors, dites-nous, en tant que journaliste, quand vous observez un peu la société béninoise, on sent une réticence des citoyens à consommer ce qui est fait sur place, ce qui est local, alors qu'on a de grands couturiers, des artistes de renom, des artistes confirmés. Qu'est-ce qui freine alors cet élan vers la consommation locale au Bénin? Bon, les habitudes de consumérisme ont un point de vue qui est transversal. C'est-à-dire que le Béninois, quand il est devant son écran, il veut vivre comme l'Américain ou l'Européen. Ce qui veut dire qu'en matière de qualité, le Béninois a les mêmes exigences. Et donc, par rapport à ce slogan qu'est le consommation local, il y a une certaine réticence. Mais avec le temps, j'ai constaté que le Béninois est en train de fermer les yeux sur certains détails. Néanmoins, c'est-à-dire que la constance, c'est que le Béninois ne veut pas consommer parce que c'est un Béninois qui a fabriqué. Et donc, les artisans béninois aussi font des efforts. Si bien que quand je vais dans certains milieux, j'observe que le Béninois utilise de plus en plus les meubles fabriqués par des artisans béninois. Même au niveau du secteur tertiaire, il y a des Béninois qui fabriquent désormais des ordinateurs. Maurice Tougan, qu'est-ce qui justifie justement ce complexe d'extranéité? Bon, c'est la recherche de qualité, de la qualité. Vous voulez dire que la qualité n'existe pas sur place, que la qualité n'est pas au Bénin? Bon, mais il reste un pas à faire. Sinon, même déjà au niveau du secteur des loisirs, je constate que le Béninois, en matière d'habitude de consommation de boissons, est tourné vers les boissons qui sont fabriquées, qui viennent de l'extérieur. Néanmoins, il y a des réformes qui sont faites et qu'on constate que nous tendons vers ce changement de paradigme. Sinon que quand vous voyez au niveau de la GIZ, la zone industrielle de Glodibé, il y a des biens de consommation qui sont fabriqués et qui sont d'une certaine qualité et qui intéressent les Béninois. Voilà. Il faudra peut-être mettre aussi le curseur en ce qui concerne les programmes d'enseignement sur l'aspect surtout économique de la chose. Au-delà du patriotisme, le consommation local contribue à la consolidation de l'économie nationale. Si vous faites attention, vous allez constater que déjà à la rentrée qui vient de commencer, il y a eu beaucoup de lycées techniques qui ont été lancés. Et au-delà de cela, vous observez que au niveau des chantiers, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts par rapport aux projets d'asphaltage et autres, et qui consomment de la main-d'œuvre qualifiée du Bénin. Et donc, ça se sent sur le terrain que dans le domaine de l'éducation, les autorités actuelles ont fait l'option de ne plus former que des littéraires. Je constate que la GDIZ lance souvent des communiqués, ou le PSIE, je crois, et lance des communiqués pour recruter et des ouvriers qualifiés. Et on sent que sur place, il y a de la main-d'œuvre qualifiée dont
la touche se sent, mais le Béninois a un esprit tellement ouvert que les considérations de cet ordre n'arrêtent pas la volonté du Béninois de bien vivre. Moi, j'ai suivi des artistes congolais qui disent que quand vous sortez une œuvre, pour être sûr que ça va marcher, vous l'envoyez au Bénin. et quand vous observez leur démarche, quand ils sortent un CD ou une œuvre, leur premier conseil, ils auraient aimé que ce soit au Bénin. Et vous voyez, l'autre difficulté que nous avons... C'est un public assez critique. Voilà. Et l'autre difficulté que nous avons, c'est que il n'y a pas d'étanchéité culturelle entre le Bénin et le Nigeria. Le Nigeria, ça fait 350 millions d'âmes. Et avec des réalités culturelles dont la continuité quitte Oyo pour venir jusqu'à Cotonou. Les gens parlent le Yoruba ou le Nago au Nigeria, mais ça se fait ici aussi. Donc, quand vous êtes à côté de ce géant-là, vous êtes obligé de faire des efforts supplémentaires pour pouvoir vous faire entendre. Et donc, nous devons, si nous avons des experts qui vont penser à des programmes ou des projets culturels, il faut qu'ils intègrent ces données-là. On ne peut plus se cantonner dans les souhaits que le Béninois écoute que Savoir en Danialo, mais il y a Achaké ou Davido et Pisquet qui sont à côté, où il faut tenir compte de ces réalités-là. Mais nos artistes ont quand même du talent à vendre et à revendre, que ce soit nos artisans également, et nous avons une riche culture gastronomique. Oui, néanmoins, il faut tenir compte de ces aspects dont je viens de parler tantôt. Le Johnny Hallyday qui chante pour les Français n'a pas les mêmes réalités que un Béninois qui est obligé de tenir compte du marché nigérien. C'est un fait. Et donc, si nous considérons les contingences de façon transversale, l'artisan béninois qui est ébéniste doit se rendre compte que, si je dois produire pour rien que les 15 millions ou 12 millions de Béninois, je suis un peu limité. Il faut qu'ils tiennent compte du marché nigérien, comme nos grands-pères et nos grands-mères le font en produisant des ananas. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il est question. Et le Béninois, d'accord, il veut consommer, mais il veut vivre comme un citoyen du monde. C'est cela. Que préconisez-vous pour un véritable changement du paradigme? Moi, je pense que tous les Béninois doivent prendre le pli que Patrice Talon, le chef de l'État, est venu implémenter depuis 2016, qui nous contraint à nous améliorer. Parce que quand vous quittez Ganri jusqu'à Erevan, vous vous rendez compte qu'il y a des mutations profondes qui se font. Et donc, il faut suivre le rythme et savoir que le lead qui est en train de s'installer nous oblige à faire des efforts. Puisque, selon mes informations, le chef de l'État, quand il est venu, il y avait des projets qui étaient en cours. Mais il avait demandé que cela soit redimensionné. Puisque, en matière d'investissement structurant, quand vous dites, par exemple, que je veux un aéroport qui va accueillir des cargos, il faut, dans la suite logique, prévoir des autoroutes qui puissent permettre aux gens de se rendre compte que on a un aéroport moderne et au même moment, nous avons une voie express qui nous permet d'aller plus vite. Il faut avoir les moyens de sa politique. De sa politique, voilà. Donc, les Béninois, quel que soit leur secteur d'activité, doivent tenir compte de la réalité selon laquelle le rythme a changé. Merci à vous, Boris Tougan. À présent, nous allons décrypter l'actualité hors des frontières du Bénin. C'est dans la rubrique Interactu.
Je reste avec vous, cher Boris Tougan. En RDC, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a déclaré sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Le célèbre gynécologue de 68 ans dit vouloir se mettre au service du développement de son pays. Docteur Denis Mukwege, c'est un intellectuel du haut vol, c'est un sachant, l'homme qui répare les femmes, comme on le dit, en référence à son expertise gynécologique en faveur des femmes violées dans l'est du Congo. Alors dites-nous, c'est ça d'ailleurs qui lui a valu le prix Nobel de la paix, mais que diantre un intellectuel de cette race va-t-il chercher en politique? Moi, je pense que le docteur Denis Mukwege a fait ce pas par obligation morale. Parce que quand j'ai suivi un peu son parcours, c'est un homme qui est ancré dans le social. Il n'était pas au Congo, mais compte tenu des ravages causés par la guerre, il est revenu chez lui. Et son histoire est émouvante parce que voilà un monsieur qui, sans attendre le financement des institutions de Bretton Woods ou des institutions internationales, a choisi de s'occuper des femmes qui sont victimes de viol. Moi, j'ai suivi un de ces documentaires sur une chaîne internationale. J'avais eu la chair de poule. Et donc, il n'avait pas un autre choix que d'accompagner ces femmes-là jusqu'à l'accomplissement du bien-être. Parce que il ne suffit pas de réparer les femmes qui souffrent de fistules obstétricales à la suite de viols collectifs. Si vous les réparez, vous les remettez dans la nature, les bourreaux ne sont pas loin. Ils peuvent revenir à la charge. Donc j'estime que la deuxième étape de son combat, de son ministère, c'est de permettre à des femmes de vivre dignement. Et donc, il ne pouvait qu'entrer en politique. Maintenant, moi, je suis sceptique face à cette volonté de bien faire les choses, puisque la politique n'est pas un jeu d'enfant ni une volonté de philanthrope. Arrivé là-bas, il va se rendre compte bientôt que ceux qui étaient ses admirateurs deviendront bientôt ses premiers adversaires. Et il est à souhaiter que les professions de foi de l'actuel président de la République soient suivies de gestes de bonne volonté et d'équité. Mukwege qui se définit comme un citoyen révolté qui bénéficie de l'onction du peuple et des acteurs de la société civile, seulement que l'opposition va disperser à cette présidentielle. Sa candidature vient s'ajouter à celle de Martin Fayoulou et de l'ancien gouverneur du Katanga, le régime homme d'affaires Moïse Katumbi. Bon, moi j'aurais souhaité qu'il y ait une bonne intelligence entre ces acteurs de la classe politique, mais pour moi, le docteur Denis Mukwege est un corps étranger et qui, par volonté de bien faire les choses, s'aventure dans une mare à caïmans. Et donc, pour moi, il n'y aura pas de magie. Il est en minorité. Mais, puisque quand j'observe, il a le soutien des femmes qui, dans toutes les populations africaines, en tout cas jusqu'à là où je parle, constituent la majorité. Et ça pourrait lui bénéficier. Mais, comme je le disais tantôt, il va se confronter bientôt aux gymnastiques, aux alchimies des commissions électorales qui vont lui montrer que quand on est de l'autre côté, ce n'est pas la même réalité que quand on entre en politique. À rappeler que le scrutin a lieu le 20 décembre prochain. La présidentielle sera couplée avec les législatives, les provinciales et les locales. C'est un scrutin à un seul tour. Une rude épreuve pour Tshisekedi, qui est au pouvoir depuis seulement janvier 2019. Oui. Encore que les conciliabules qui ont conduit Tshisekedi au pouvoir se sont
tourner en guerre non déclarée, puisque depuis qu'il est là, il n'a jamais reçu son prédécesseur, qui s'est muré dans sa ferme. Et moi, j'estime qu'il s'agit d'une mauvaise manœuvre, parce que quand j'avais suivi les accords les accords qui ont eu lieu en Belgique entre l'opposition et les opposants. Et c'est, je crois, une semaine ou deux après ces accords-là que Tshisekedi est rentré au Congo. Et il était entré pour parler avec Kabila, qui lui a, pour moi, en tant qu'observateur, lui a passé le pouvoir. Mais depuis qu'il est là, il n'a jamais reçu Kabila. Donc, le silence du vieux lion, pour moi, n'est pas une faiblesse. C'est sûr que Kabila lui réserve des surprises. Du Congo aux États-Unis, c'est une première dans l'histoire du Sénat américain. Le leader républicain Kevin McCarthy, chef de la Chambre des représentants, a été destitué. C'est un poste incontournable dans le système législatif américain. Les querelles intestines et les guerres fratricides au sein de son propre parti ont fini par l'emporter finalement. Moi, je m'y attendais parce que, vous savez, aux États-Unis, c'est une démocratie multidimensionnelle. En décembre dernier, Kevin McCarthy avait bloqué les velléités des élus républicains qui tentaient de bloquer le vote du budget pour que le gouvernement démocrate soit en faillite. Mais lui, en tant qu'élu républicain, a dit qu'il ne voulait pas s'aventurer sur ce terrain. Donc, il a fait des concessions avec Joe Biden pour que l'État continue de fonctionner. Et donc, au sein de son propre camp, les belliqueux, qui sont les généraux autour de Donald Trump, ne lui ont pas pardonné. Et ils étaient en embuscade. Et dès qu'il y a eu une petite ouverture, ils sont entrés dedans. Et c'est ça qui a conduit à cette éviction spectaculaire. Entre autres, il lui est reproché également d'avoir conclu un accord secret avec le président Biden pour continuer de soutenir l'Ukraine. Voilà. Et donc, moi, la conclusion à laquelle je suis venu, c'est que c'est une guerre asymétrique entre Joe Biden et Trump qui a débordé à la Chambre des représentants. Et la suite était imparable pour le pauvre Kevin. Le speaker, c'est un poste éminemment politique aux États-Unis et c'est la troisième personnalité politique du pays après le président, le vice-président ou la vice-présidente. Quelle va être la suite de tout ce qui se passe là, à votre avis? Bon, quand j'ai suivi les événements, il devrait y avoir un vote, je crois, d'ici la semaine prochaine. Tout compte fait, c'est depuis la dame Nancy Pelosi que j'ai compris que ce poste est vraiment stratégique, déjà dans la conquête de la Maison-Blanche, puisque beaucoup de décisions se prennent là. Et donc, Donald Trump étant en difficulté, estime qu'il faut qu'il contrôle cette chambre-là pour pouvoir continuer sa course vers la Maison-Blanche. Et j'estime que au niveau du Parti des démocrates, il va falloir se ressouder pour qu'il n'y ait pas de faille. Puisque le vote qui a buté Kevin au dehors, ça a été joué, c'est-à-dire à quelques 2 ou 3 voix après. Et donc, ça va se jouer à un rien du tout. On continue toujours avec vous, Boris Tougan. Vous êtes le seul invité de ce numéro de Club Média 7, malheureusement. Bouclons à présent la boucle avec la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile. L'actualité sur la toile cette semaine, c'est le licenciement d'un policier nigérian pour avoir violé une mineure placée en garde à vue. La scène se déroule au poste de police divisionnaire de Tché Agbaragba. Le policier en question, alors qu'il était de garde, a fait sortir la détenue de 16 ans de sa cellule et l'a ensuite emmenée dans la chambre de garde des agents pour avoir des relations intimes avec elle.
Précédemment placée en garde à vue pour diffamation, la victime, après sa libération sous caution, le lendemain, a décidé de dénoncer son bourreau. C'est alors qu'elle a signalé l'incident à l'officier de police divisionnaire, ce qui a conduit à l'arrestation de l'agent et à l'ouverture d'une enquête criminelle par le département d'enquête criminelle de l'État de Makurdi. À l'issue de l'enquête, le policier a été finalement licencié. Bon, moi par hygiène intellectuelle, j'ai l'habitude de ne pas souvent me prononcer sur des cas de dérive impliquant les mineurs. Puisque aujourd'hui, les médias sont suivis par nos enfants à la maison. J'en ai aussi, j'ai aussi des enfants à la maison. Donc, je n'ai pas souvent envie de me prononcer sur des cas d'abus, surtout des abus sexuels sur mineurs. Mais ce qui, moi, me chagrine, c'est le fait que le coupable est un homme commis pour faire respecter la loi. Ça aurait été un délinquant ordinaire que je dirais peut-être par inconscience qu'il a perdu la boussole. Mais quand il s'agit d'un officier payé par le contribuable pour faire respecter la loi, qui commet un délit, et en plus, dans un commissariat, pour moi, je me demande si c'est sous l'effet de stupéfiants ou s'il a été envoûté par je ne sais quel esprit malfaisant. Mais c'est gênant. Parce que... Il paraît que ce sont des cas qui sont légion, malheureusement. Bon, mais ça dépasse l'entendement. Qu'il y ait des abus sur mineurs dans un commissariat. C'est doublement indécent. Que faire pour décourager de tels actes? Bon, déjà, le licenciement de ce policier, c'est un exemple bien pédagogique. Non, moi je pense que le licenciement seul ne règle pas le problème. Il va falloir qu'on ausculte son personnage ou bien sa personnalité psychologique pour voir si ce n'est pas sous l'effet de la démence ou un truc du genre. Mais il faut qu'il soit surveillé de près, puisque ça dépasse l'entendement. Merci à vous, Boris Tougan. Ce sera tout pour ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Je le rappelle, vous êtes le directeur général du quotidien L'Enquêteur. Naguib Alagbe de Canal 3 devrait être avec nous, mais il n'a pas pu faire finalement le déplacement. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. À très vite.